Europe 1. On te la raconte. Cette histoire débute tout près de l'une des plus belles plages des États-Unis, Daytona Beach, en Floride. Une longue langue de sable roux, bordée d'hôtels et de clubs de vacances. On est en décembre 1989 et une tempête est annoncée. Le shérif Bonnevier est en patrouille quand dans un bois, tout près de la plage, il tombe sur une Cadillac beige garée à un drôle d'endroit, sur une petite route où ne passe jamais personne. Il s'approche, la Cadillac est vide. Son regard balaye les alentours et il aperçoit, pas très loin de la voiture, un petit tas de terre, fraîchement retourné. Il creuse avec la main, il tombe sur 2 cartes de crédit expirées, les papiers de la Cadillac et une carte de visite. Tout est au nom d'un certain Richard Mallory. Et à côté, il y a aussi une bouteille de vodka, à moitié entamée. Le shérif appelle tout de suite son bureau. « Il faut essayer de me trouver ce Richard Mallory. Ça sent mauvais. » Les experts débarquent avec leur tenue blanche. « Chef, on a passé la voiture au peigne fin et c'est évident, elle a été nettoyée. Quelqu'un a passé du temps à effacer les traces. Il n'y a aucune empreinte. Vous voulez dire qu'on n'a rien ? Si, on a quelque chose, une trace de sang côté conducteur, sur l'appui-tête. » Deux semaines plus tard, dans une décharge, à 8 km du bois où on a retrouvé la voiture, 2 adolescents poussent un cri, un hurlement de terreur. Comme dans un film d'horreur, un bras tendu dépasse du tas d'ordures. Les gamins courent à la cabine pour appeler le bureau du shérif et c'est le détective Larry Orzepa qui débarque. Pourquoi lui ? Eh bien parce que c'est lui qui enquête sur la disparition de Richard Mallory et que tout de suite il s'est dit « c'est sûrement mon homme ». Et il fait dégager le corps du tas d'ordures une puanteur. Et c'est bien Richard Mallory. Les empreintes digitales correspondent et d'après le légiste, il a été abattu de 4 balles tirées par un revolver calibre 22. « Dis le doc, il avait des bijoux ton cadavre ? » ?»« Des bijoux ? Aucun. » Donc le cadavre de ce Mallory a été dépouillé parce que la famille est formelle. Il portait des bijoux et en particulier des bagues. Ça les gars, ça veut dire qu'on a affaire à un crime crapuleux. Crapuleux, le type a quand même reçu 4 balles de calibre 22 dans le buffet. Et c'est pas courant pour un crime crapuleux. Mais il y a mieux que ça. Le détective Orzepa passe son nom au fichier. Hey les gars, venez voir. Notre Maccabée, il a un casier judiciaire, pour viol, figurez-vous. Ce qui change un peu la donne, c'est très rare les types qu'on tue pour les dépouiller et qui ont un casier judiciaire pour mœurs. Du coup, le mobile crapuleux n'est plus certain. Et alors pourquoi l'a-t-on tué ? Pendant 1 an, l'enquête ne donne rien. L'été suivant, l'été 1990, le même scénario se répète 3 fois. 3 meurtres d'hommes en 3 mois. Le 1er juin 90, David Spears, un homme sans antécédent lui, est retrouvé nu avec 6 balles dans le buffet. 5 jours plus tard, on retrouve le cadavre de Charles Cars Cadon. Il venait de se fiancer, il a reçu 9 balles. 9 balles! Et puis le 4 août, Troy Burress, un bon père de famille, est retrouvé mort avec 2 balles dans le corps. Point commun entre tous ces hommes, ils ont entre 40 et 50 ans. À chaque fois, leur voiture est retrouvée pas loin, parfaitement nettoyée, et à chaque fois, les sièges sont comme collés au volant. Et surtout, ces 4 hommes, le meurtre de l'année dernière et les 3 de cet été, ont été tués au calibre 22. Et c'est un petit calibre, c'est un petit revolver sans doute, genre revolver de femme, ça fait pas de gros trous. Un 22, ça peut expliquer que le tueur ait tiré plusieurs fois. Dernier détail,
On ne trouve aucun signe de lutte sur aucun des cadavres, pas de traces de défense non plus, comme si les 4 victimes avaient été surprises par leur tueur. Le 11 septembre 1990, un 5e homme disparaît. Charles Humphrey, ancien chef de la police. Normalement, il devrait être à la retraite, mais il continue de travailler auprès de jeunes enfants victimes de violences. Comme tous les soirs, sa femme Shirley, 35 ans de mariage, l'attend à la maison. Normalement, il est là tous les soirs à 18h10 précise. Et à 18h30, il n'est toujours pas là. Un problème de voiture ? 19h, toujours pas de nouvelles. Il s'est peut-être arrêté pour prendre un verre avec des copains, mais d'habitude, il appelle. À 20h, Shirley Humphrey parvient à joindre l'un de ses supérieurs. « Charles n'est pas rentré. Je sais que quelque chose ne va pas, j'en suis certaine. » Tout le monde essaye de la rassurer, mais en fin de soirée, Charles Humphrey est déclaré disparu. La vérité, c'est qu'à cette heure-là, il est déjà mort. Il a été abattu froidement par l'un des pires monstres de l'histoire criminelle des États-Unis. Charles Humphrey a disparu depuis plus de 10 heures. Sa femme Shirley en est certaine, il s'est passé quelque chose de grave. Et à 4 heures du matin, on sonne à sa porte, Shirley ouvre, ce sont des agents de police, ils sont 4, et elle comprend tout de suite. Et elle éclate en sanglots. Comme les 5 victimes précédentes, Charles Humphrey a été retrouvé, le corps criblé de balles, calibre 22. Sa voiture a été impeccablement nettoyée et on n'a retrouvé aucun indice. Et là, le détective Larry Orzepa a une sorte d'intuition. Un truc qui vient de lui traverser la tête et qu'il ose à peine formuler parce qu'au moment où il le dit, il n'a strictement aucune preuve. Les gars, et si le tueur était une prostituée ? Ça expliquerait beaucoup de choses. Le petit calibre caché dans le sac, le fait que les victimes la font monter sans difficulté dans leur voiture, sans compter d'autres indices. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé un préservatif dans l'une des voitures et qu'un gars avait la ceinture ouverte ? Une prostituée ? C'est une théorie. Pourquoi pas ? Mais pourquoi une prostituée se mettrait-elle à tuer des hommes, des clients potentiels ? Autrement dit. En tout cas maintenant, ça fait 6 morts, 6 hommes. Et pourquoi pas plus d'ailleurs ? Les détectives se mettent alors à fouiller la pile des dossiers en cours. Et ça c'est quoi ? À l'instinct, un détective vient d'attraper un dossier. Un certain Peter Sims, un missionnaire de 50 ans disparu l'été dernier. Un type sans histoire dont on est sans nouvelles. Lui aussi, on a retrouvé sa voiture. Et si pour l'instant, on ne l'avait pas relié à la série, c'est que sa voiture était accidentée dans le fossé. Et que, contrairement aux autres, elle n'a pas été nettoyée à fond. On a trouvé des empreintes digitales sur la porte, côté conducteur. Des empreintes sanglantes. Le tueur a dû recevoir un coup sur la tête à cause du choc, et puis il a porté la main à son front, d'où coulait le sang. Du coup, il a laissé une empreinte sur la poignée de la voiture. C'est logique. En plus de cette affaire, il y a un témoin. Il y a une voisine, elle a entendu l'accident et elle est sortie pour voir ce qui se passait. Et elle a vu le conducteur, ou plutôt la conductrice. C'était une femme. Elle était très grande, blonde, avec des cheveux raides et elle n'était pas seule dans la voiture. Comment ça, pas seule ? Oui, il y avait une autre femme, jeune, brune, petite, avec une casquette. Et elle les a bien vus, elle est capable de réaliser 2 portraits robots. Si ce crime est relié aux autres, alors le tueur est une femme. Mieux que ça, elle serait 2 femmes. 2 femmes tueurs en série. On n'a jamais vu ça.
Les détectives en sont là, perdus en conjecture, quand le 18 novembre 1990, on retrouve une autre voiture, nettoyée de fond en comble, sans plaque d'immatriculation, et un cadavre criblé de balles, calibre 22. Un routier, Walter Antonio. Regarde là, son poignet. On lui a volé sa montre. Il y a encore la marque. Et tiens, on lui a volé ses bagues aussi. Regarde les marques sur les doigts. Et c'est là que les détectives ont une idée. Presque à chaque fois, les cadavres sont dépouillés. Le tueur, s'il est futé, ne garde pas les bijoux, c'est trop risqué. Il ne les garde pas, alors peut-être qu'il les vend. À un prêteur sur gage. C'est ça qu'il y a de plus facile. Et les prêteurs sur gage en Floride n'ont pas le droit de prendre un objet sans relever le nom du vendeur, et même parfois son empreinte digitale. Et si ça se trouve, on va retrouver des bijoux volés chez un prêteur sur gage. Alors les détectives font la liste de tous les objets volés et ils se mettent à faire le tour de tous les prêteurs sur gage de Floride, ce qui représente un sacré boulot. On n'aura pas le résultat tout de suite. Alors en attendant, ils décident de diffuser à la télé locale les 2 portraits robots des 2 femmes, puisque c'est la seule piste. Un serial killer fait la une aujourd'hui. Voyez ce portrait robot, il ne correspond pas au profil habituel, puisqu'il s'agit d'une femme, la trentaine, blonde. Et dans la foulée, dégringolent des centaines de témoignages, dont celui d'un certain Ted Teschner. Quand il voit le portrait à la télé, assis sur son canapé, il crie « Oh putain! Mais c'est elle !» Et il court raconter son histoire à la police. Il l'a bien en tête, puisque ça s'est passé hier soir. Elle était sur le bord de la route, toute seule. J'ai trouvé ça dangereux pour une femme, alors je lui ai proposé de l'accompagner. Elle a commencé à me proposer ses services, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais pas intéressé. Et là, elle a changé de ton. Elle s'est mise à fouiller dans son sac et à devenir nerveuse. J'ai eu peur et elle a fini par partir. D'autres témoins disent qu'ils ont vu 2 femmes ressemblant au portrait robot dans un motel de la région de Daytona, le Fairview Motel. Les détectives foncent sur place et effectivement, la blonde et la brune ont partagé la chambre 8. À cette heure-là, elles ne sont plus là, mais sur le registre, elles ont donné un nom. Kami March Green. On fait tout de suite passer ce nom aux détectives qui font le tour des prêteurs sur gage. Et là, miracle, une certaine Kami Green a vendu 2 bijoux qui appartiennent à la première victime, Richard Mallory. Et à partir de ce moment-là, ce qui n'était jusqu'ici qu'une hypothèse devient une certitude incroyable. Le tueur en série qui sévit depuis plus d'1 an dans ce coin de Floride est une tueuse. Mieux que ça, il y a 2 tueuses. Le nom Kami March Green est une fausse identité, bien sûr, mais l'enquête vient de faire un pas de géant. Vous vous souvenez que dans la voiture de Peter Sims, le missionnaire disparu, on a retrouvé 2 empreintes digitales. 2 pouces. Ces empreintes, on les a passées au fichier, bien sûr. Au fichier informatique. Mais en 1990, l'informatique en est à ses débuts. Toutes les empreintes digitales ne sont pas encore dans l'ordinateur. Et donc, ça ne donne rien. Mais à côté, on a gardé le vieux système, celui des fiches cartonnées, sagement rangées dans des grandes boîtes. Ah, ça va être plus long. Il va falloir regarder les fiches une par une, à la main, avec une loupe. Mais si ça se trouve, ça va être payant. Les experts de la police scientifique se lancent alors dans ce travail titanesque. Eh bien, croyez-le ou non, au bout d'1 quart d'heure, l'une des femmes chargées de faire les comparaisons dit « Je crois que j'ai trouvé quelque chose !» Elle a vérifié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a trouvé une fiche qui correspond parfaitement à l'une des empreintes du pouce. Elle retourne la fiche. C'est bien une femme. C'est une blonde qui a déjà été arrêtée, figurez-vous, pour port d'armes sans permis d'un revolver calibre 22. Elle a 35 ans et elle s'appelle Aileen Wuornos. Ce serait donc elle, Aileen Wuornos, la tueuse.
Tout de suite, évidemment, les policiers de Floride se rencardent sur cette Aileen Wuornos. Le détective Ortzepa avait la bonne intuition. C'est une prostituée. Et pas d'hier. À l'âge de 11 ans, elle vendait déjà son corps contre des cigarettes. Mais qu'est-ce qui l'a fait passer de la prostitution au meurtre? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Et qui est l'autre femme, celle qui l'accompagne parfois? Là encore, c'est un témoignage spontané qui fait avancer l'enquête. L'autre femme s'appelle Tyria Moore. Et c'est tout simplement sa petite amie. Enfin, c'était sa petite amie, parce qu'aux dernières nouvelles, elles se sont séparées. Et Tyria serait rentrée chez ses parents en Pennsylvanie. Mais quel est le rôle exact de cette Tyria dans la série de meurtres? Est-ce qu'elle tue, elle aussi? Est-ce qu'elle est la complice de sa chérie? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche, grâce à des témoins, c'est que le duo a longtemps fréquenté un bar à Daytona, un bar de bikers, le Last Resort. Alors on envoie là-bas le lieutenant Mike Joyner, en civil, bien entendu. Tu vas te faire passer pour un petit dealer, ok? Tu bois des coups, tu joues au billard, t'écoutes, tu regardes, tu te fais des potes, ok? Et lentement, jour après jour, le lieutenant Joyner se fond dans le décor du Last Resort. Et puis un jour, il entre dans le bar et son cœur se met à battre à tout rompre. Aileen Wuornos est là, devant lui, adossée au comptoir. Elle a posé un grand sac blanc sur la table à côté et si ça se trouve, son calibre 22 est à l'intérieur. « Bonsoir, je vous paye une bière ?»« Un peu, mon neveu ?» Aileen Wuornos a la voix pâteuse. Elle a l'air d'avoir déjà pas mal picolé. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pue! Elle n'a pas pris de douche depuis longtemps, manifestement. Et voilà qu'elle se met à faire des confidences à Mike Joyner. Ma petite amie m'a quitté, il y a quelques semaines. J'ai cru que j'allais crever. Elle est partie avec tout ce que j'avais. Tout ce qui reste de mes possessions est dans ce sac. Et oui, je suis à la rue. Et partie pour partie, elle pousse encore plus loin la confidence. J'ai tiré sur un mec, il y a pas longtemps, à Mexico avec mon calibre 22. Je sais même pas si je l'ai buté, mais le con, il avait touché à ma moto. Et là, le lieutenant Joyner décide de jouer les grands seigneurs. T'es dans une mauvaise passe. Laisse-moi t'aider. Je te paye une chambre d'hôtel, si tu veux. Et profites-en pour prendre une bonne douche, parce qu'entre nous, t'en as besoin. Aileen Wuornos, la femme qui a tué 7 hommes sur la route, ne s'attendait certainement pas à ça. Alors elle baisse la garde, elle lui sourit, elle le remercie, elle le prend même dans ses bras et lui va chercher les clés de la chambre d'hôtel. Elle semble avoir l'esprit léger. Elle sort et là elle entend « Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation !» Et évidemment, dès qu'ils l'ont neutralisé, les policiers fouillent son sac, en se disant « pourvu que le flingue soit à l'intérieur ». Mais malheureusement, le calibre 22 n'y est pas, et c'est bien dommage. Du coup, les flics qui l'ont arrêté se font souffler dans les bronches. « Vous auriez dû attendre! On n'a pas l'arme, on n'a pas de preuves !» Le procureur David Moore est furieux. « Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des aveux. Vous avez compris? Il nous faut des aveux !» À moins qu'on ne retrouve Tyria Moore, la fiancée, et qu'elle balance. Et on retrouve Tyria Moore chez ses parents à Scranton, en Pennsylvanie. Et assez vite on établit qu'elle n'a pas directement participé au meurtre. Mais elle était au courant. Alors on lui fait comprendre qu'elle risque gros et les flics lui mettent le marché en main. Tu nous balances ta copine et pour toi, on arrondit les angles quoi, ok? Et elle accepte. Et là, c'est du billard. Aileen Wuornos ne sait pas que son ex a été arrêté. Les policiers lui proposent de l'appeler au téléphone.
Et de l'autre côté, il demande à Tyria de ne rien dire. Et Tyria lui dit « Je suis mort d'inquiétude. Il paraît que t'as été arrêté. Ils vont venir me chercher. J'ai peur. Je vais finir ma vie en prison. Et moi, j'ai rien fait. Tu ne m'aimes plus. Je préfère me suicider. » Et Eileen lui répond « Je te laisserai pas aller en prison. Je suis prêt à tout avouer s'il faut. Mais tu iras pas en prison. » Et le piège a fonctionné. Alors un peu plus tard, quand le détective dit à Eileen Wuornos qu'ils vont sans doute arrêter Tyria, Eileen capitule. « C'est moi qui les ai tués. Je les ai tous tués. Mettez-moi à mort si ça vous chante. Je m'en fous. » Et voilà. Elle a avoué. C'est dans la boîte. Et dans les semaines qui suivent, on va retrouver sa cachette, l'endroit où elle a planqué tout ce qu'elle a volé à ses victimes. Mais l'arme, le calibre 22 n'y est pas. Qu'importe. Partie pour partie, Eileen Wuornos désigne aussi l'endroit où elle a jeté son arme. Un lac qui est tout près du bar où elle a été arrêtée. On envoie des plongeurs et ils remontent le gun. Reste une chose à éclaircir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle tue ces hommes ? Pourquoi ? Sa réponse est assez inattendue. C'était de l'autodéfense. J'ai fait que me défendre, c'est tout. Et là, elle déroule. Richard Mallory, sa première victime, vous vous souvenez qu'il avait été condamné pour viol ? Eh bien, elle dit qu'il a tenté de la violer. Ah, qu'est-ce que j'étais censé faire ? Essayer de discuter avec ce type qui voulait me tuer ? Pour Richard Mallory, c'est plausible. Mais pour les autres, le missionnaire, le routier, l'ancien chef de la police, là, elle n'a pas d'explication, elle n'a rien à dire pour sa défense. Ah, être condamné à mort une fois ou 6 fois, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Et là, je ne vous raconte pas tous les procès, il va y en avoir 6. On n'a pas retrouvé le 7e corps. Et les 6 procès vont tous se terminer par le même verdict. La mort. Eileen Wuornos est condamnée 6 fois à mort. Et au cours de ces audiences qui s'enchaînent, on a la nette impression qu'elle est résignée à mourir. Elle sait ce qui l'attend, elle est prête. La presse, évidemment, n'en loupe pas une miette. Le visage halluciné d'Eileen Wuornos s'étale dans tous les journaux, les yeux exorbités. Et pendant les 6 procès, à chaque fois qu'elle passe devant une caméra et un micro, on dirait qu'elle est possédée. Elle dit des choses comme « Ah, j'espère que votre femme et vos enfants vont se faire violer !» Ou « Vous verrez, hein, je serai de retour le 6 juin en soucoupe volante, comme dans les films, avec Jésus-Christ en personne. » Elle est complètement marteau. Et les psychiatres sont formels, elle n'est pas maître de ses actes, c'est une malade mentale. Quand elle entend ça, Eileen Wuornos éructe. « Folle ! Ah, je refuse. Je suis totalement saine. J'ai tué ces hommes de sang-froid. Laissez-moi mourir. » Eileen Wuornos a été exécutée par injection létale le 8 octobre 2002 à la prison de l'État de Floride, à Stark. Et on ne saura jamais pourquoi elle a tué tous ces hommes. Son histoire a inspiré un film, Monster, sorti l'année d'après, avec Charlize Theron dans le rôle d'Eileen Wuornos. On est dans un monde où les gens violent et tuent. Alors moi, je les élimine. Seigneur, j'ai désolé. Des gens comme toi et moi plongent tous les jours. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que je pouvais tout apprendre. J'attends vos réactions sur Twitter, @ondelatraconte. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de la tueuse en série américaine Eileen Wuornos qui, dans les années 90, à Daytona Beach en Floride, a tué 6 hommes et probablement un de plus, dont le corps n'a jamais été retrouvé, et qui a été condamné pour ça 6 fois à la peine de mort et exécuté en 2002. Et pour le débrief de cette histoire, je suis avec vous, Émilie Tribat. Vous êtes la créatrice du site tueurensérie.org et vous êtes l'auteur d'un livre publié en 2016 qui s'appelle Tueur en série 41 portraits de serial killers et plus récemment d'un livre consacré à des tueurs en série britanniques aux éditions Ring UK Serial Killer. Alors d'abord peut-être
Une petite question préalable. Pourquoi est-ce que vous consacrez votre vie au serial killer ? Consacrer ma vie, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est un intérêt que j'ai depuis très longtemps. Alors, ce n'est ni une passion ni une fascination. Je m'intéresse à la raison pour laquelle l'être humain est capable de faire des choses abominables. Je m'intéresse aussi aux guerres, aux génocides, des choses comme ça. Les tueurs en série m'intéressent plus parce que, effectivement, comme vous le dites, on a du mal à comprendre le pourquoi. Il n'y a pas vraiment de raison compréhensible à leurs actes, et c'est cette quête du pourquoi qui m'intéresse réellement. Mais est-ce que ça a du sens de s'intéresser à des psychopathes ? Parce que ce sont des psychopathes. Là, en grande majorité, ce sont des psychopathes, oui, sachant que la psychopathie est un trouble de la personnalité, c'est pas une maladie mentale. Absolument. C'est intéressant dans le sens où mieux on les connaît, mieux on peut les combattre. En tout cas, c'est ce que je pense. On arrive de plus en plus facilement, rapidement en tout cas, à arrêter des tueurs en série. Leur nombre dans le monde baisse, notamment parce que les enquêteurs, les criminologues ont fini par comprendre comment ils fonctionnaient, leurs habitudes, leurs motivations, ce qui leur permet de les arrêter plus facilement. Enfin, plus facilement. Il y en a qui tuent pendant longtemps, hein, bien évidemment, qui sont plus intelligents que les autres et qui arrivent à s'en sortir. Mais ça aide réellement à comprendre comment ils fonctionnent et donc comment les arrêter. Une question que je pose à chaque fois. Mais vous savez, vous, pourquoi il y a des tueurs en série aux États-Unis et si peu en France ? Je ne suis pas sûre qu'il y en ait si peu en France, en fait. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis. Alors, il y a eu des études qui ont été faites par des criminologues, des sociologues. Il y a des tas de raisons, notamment juste statistiques. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Tout bêtement, ils sont 300 millions. En France, on est 70 millions. Mais il y a aussi une culture de la violence. Comme je dis toujours, en France, nos héros, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est Pasteur, c'est Zizou. Aux États-Unis, c'est John Wayne et Rambo. Donc, c'est des gens qui prennent leur flingue et qui tirent sur tout ce qui bouge. C'est intéressant comme réflexion. Moi, j'ajoute parfois la grande faiblesse du système psychiatrique américain. Alors qu'en France, on a beau se plaindre, il n'est pas si mauvais que ça, notre système. Tout à fait. Et surtout le fait que... alors, il y a eu énormément de tueurs en série dans les années 80 et 90. C'est le moment où, justement, ils avaient fermé énormément d'hôpitaux psychiatriques. Même si beaucoup de tueurs en série ne sont pas malades mentaux, je le répète toujours, ça n'aide pas. Ça crée un climat de violence et d'insécurité dans lequel les tueurs en série se sentent bien et se sentent autorisés à tuer. Vous connaissez d'autres femmes tueuses en série ? Oui, il y en a eu beaucoup. La particularité d'Aileen Wuornos, c'est sa violence, parce que les tueuses en série, il y en a eu pas mal, beaucoup moins que les tueurs en hommes, faut le reconnaître, mais il y en a eu quand même pas mal, et la plupart sont ce qu'on appelle des veuves noires, qui tuent discrètement, silencieusement, soit leurs époux, leurs familles, leurs amants, leurs enfants, ou des infirmières de la mort, en utilisant des médicaments, des poisons, et donc à chaque fois, on ne pense pas qu'elles les ont tuées, c'est très discret. La différence avec Aileen Wuornos, c'est qu'elle a utilisé une arme à feu, mais des tueuses en série, oui, il y en a eu beaucoup. Vous avez une histoire en tête, peut-être ? J'ai une histoire de Hélène Gégado, en France, en Bretagne. Racontée par ma pomme, empoisonneuse. L'empoisonneuse qui a des dizaines et des dizaines de personnes. Vous avez en Afrique du Sud, alors son nom m'échappe parce que c'est des noms africains, donc je ne connais pas bien, mais c'est une policière en fait qui a été arrêtée il y a juste quelques années, qui était absolument pas suspectée par personne parce que qui faisait bien son boulot, qui passait inaperçu et qui en fait a assassiné sa mère, sa belle-mère, son mari, ses amants, ses enfants pour récupérer l'argent des assurances vie. Mais on est d'accord que la grande majorité des tueurs en série sont des hommes. Ah oui, l'immense majorité, au moins 90%, oui. Mais pourquoi ? Pour des tas de raisons. D'une, parce que, alors je ne sais pas si on peut parler de génétique ou d'éducation, de société, les hommes ont tendance à être plus violents que les femmes, tout simplement. Les femmes sont plutôt dans la protection, dans l'empathie. Les hommes, en général, pas seulement au niveau des tueurs en série. Quand on voit le nombre de féminicides en France, quand on voit la violence en général, les viols sont commis en grande majorité par des hommes plutôt que par des femmes. Donc ça se répète chez les tueurs en série, c'est compréhensible et classique, si je puis dire. Parlons d'Aileen Wuornos maintenant. Était-elle folle ? Parce que les psys au procès semblent dire qu'elle l'était. Mais elle ne voulait pas en entendre parler. Ah, c'est une excellente question. Assez classiquement, les psys de la défense ont dit qu'elle était folle, les psys de l'accusation ont dit qu'elle était totalement saine d'esprit. C'est très souvent le cas. Et on explique au passage qu'aux États-Unis, chaque camp fournit ses experts psychiatres.
Exactement, contrairement à la France, c'est le système anglo-saxon. Mon avis personnel, c'est qu'elle n'était pas folle, même si sur la fin, elle a sans doute plongé dans des fantasmes de super pouvoirs, de je suis la plus forte, je suis la plus intelligente. Mais à mon avis, voilà, c'est mon avis personnel, hein, elle n'était pas folle. Il y a plusieurs raisons qui me font penser ça. La première, c'est la manière dont elle a prémédité ses crimes. Elle a utiliser des noms d'emprunt. Vous avez parlé de Camille March Green, mais il y avait aussi Suzanne Blahovec et Laurie Grody. C'était des noms d'une tante, d'une amie de Tyra Green. Elle a utilisé des noms pour commettre les différents délits qu'elle a fait, pour aller vendre les objets qu'elle avait volés chez les prêteurs sur gage. Elle a toujours fait bien attention à laver les voitures, à effacer ses empreintes parce qu'elle ne voulait pas qu'on remonte vers elle. Elle a commis des crimes dans des comtés différents parce qu'elle sait très bien qu'aux États-Unis, vous avez la police dans la ville et puis vous avez une police dans chaque comté et ils vont pas forcément discuter entre eux, échanger leurs informations, donc on peut plus facilement échapper à la police. Donc elle est rationnelle dans les préparatifs, quoi. Elle est rationnelle dans les préparatifs. Après, je peux concevoir qu'on se dise, à partir d'un certain moment, elle est un peu sombrée, notamment une fois que Tyra Moore l'a dénoncé. Je pense que pour elle, il y a eu vraiment un choc psychologique qui a fait qu'elle elle s'est dit pourquoi vivre, pourquoi commencer, tout ce que j'ai fait, et elle a commencé à insulter tout le monde, à haïr tout le monde, parce que pour elle, il n'y avait plus raison de vivre, et là, elle a un peu sombré psychologiquement. Mais avant ça, je suis pas persuadée qu'elle était aliénée mentale, on va dire en tout cas. Dès lors qu'elle n'est pas folle, pourquoi est-ce qu'elle les tue, ces hommes? Est-ce que vous avez, vous, une explication? Elle n'en a pas. Alors, elle n'en a pas, sans doute parce qu'elle n'a pas le recul sur elle-même, ce qui est totalement normal. Elle a un point commun avec tous les tueurs en série, c'est un égoïsme total et une grande immaturité. L'immaturité, on peut la comprendre dans le sens où, vu l'enfance qu'elle a eue, l'enfance et l'adolescence qu'elle a eue, elle est restée un peu bloquée à ce niveau-là, au niveau de l'adolescence. Elle n'a jamais réussi à obtenir une maturité, à grandir, parce que personne ne l'a accompagnée vers l'âge adulte pour l'aider à être mieux. Elle n'a jamais rencontré un homme avec qui elle ait pu avoir une relation vraiment positive, saine, excepté son frère, et encore c'était un peu particulier, il était drogué, elle se prostituait pour qu'il puisse acheter sa drogue. Donc c'était pas une relation très saine non plus. Racontez-nous son enfance, Émilie Tribatz. Qu'est-ce qui a fabriqué cette tueuse en série? Alors, elle a eu une enfance très particulière. Sa mère était alcoolique. Elle l'a eue très jeune et elle ne se voyait pas s'occuper de cet enfant, donc elle l'a confié à ses grands-parents, qui tous les deux étaient alcooliques. Sa grand-mère ne s'occupait pas d'elle. Son grand-père était un homme violent qui la battait, lui et son frère, avec sa ceinture. Enfin, une enfance vraiment terrible. Elle-même a dit que son grand-père l'avait violée. La famille et son frère ont dit qu'ils n'étaient pas persuadés que ce soit vrai, mais c'est possible. C'était quelqu'un qui était vraiment en manque d'amour et qui, en fait, dès l'âge de 11-12 ans, a commencé à se prostituer avec les adolescents du quartier pour avoir des relations, avoir des contacts physiques, elle espérait trouver le grand amour, mais non, il a traité de cochonne aux cigarettes, en fait, parce qu'elle se prostituait contre des cigarettes ou des bonbons, voilà, à 12 ans. Elle a eu des clients par la suite dès l'adolescence à 14-15 ans qui sûrement, comme ça arrive souvent à des prostituées, l'ont violée. C'est-à-dire ont été violents avec elle, l'ont battue, l'ont frappée, l'ont fait subir des choses abominables. Et donc une fois arrivée à l'âge adulte, il est compréhensible en tout cas qu'elle n'était pas quelqu'un de bien stable et qui était surtout quelqu'un qui avait beaucoup de colère et de haine en elle. Si j'ai bien compris, il y a un déclic à l'âge de 12 ans. C'est le moment où elle réalise que ses grands-parents ne sont pas ses parents, parce que elle a été confiée tellement jeune à ses parents par sa mère qu'elle savait pas, elle, que ses grands-parents étaient pas ses parents. Oui, c'est ça. Elle a cru que ses grands-parents étaient ses parents, même si la différence d'âge était assez conséquente. Elle était persuadée que c'était ses parents, et lorsqu'elle l'a découvert, en plus c'était en début de l'adolescence, donc évidemment il y a eu un rejet encore plus fort. Comme en plus ils n'étaient pas des grands-parents sympathiques, et charmants, elle les a rejetés d'autant plus violemment
de la haine, vraiment de la haine envers ses grands-parents. La dansé quand ils sont morts, sa grand-mère de Sassy Rose et son grand-père quelques années plus tard. Elle était très heureuse qu'ils soient décédés parce qu'elle avait aucun attachement envers eux. Et quelques années plus tard, sa mère biologique, a essayé de la récupérer avec son frère, mais elle avait changé de vie, elle s'était améliorée, elle s'était mariée, elle avait eu 2 enfants, classe moyenne, très bien, et elle a été très choquée de voir sa fille et son fils dans cet état-là. Elle a essayé de les récupérer, mais en leur disant, bon voilà, maintenant, il va falloir respecter des règles, vous allez aller à l'école, etc. Sauf que c'était déjà trop tard, ils étaient tous les deux... dans la petite délinquance, dans la prostitution, dans la drogue, et ça n'a pas fonctionné. Ils ont même pas tenté. Ils sont partis en lui disant non, tu nous intéresses pas, et ils sont partis tous les deux sur la route en devenant SDF. Sa mère était alcoolique. Vous avez oublié de dire ce qu'a fait son père. Alors oui, son père était un délinquant, un violeur qui a fait de la prison. Oui, non, là, franchement, il n'a pas une enfance joyeuse, faut bien l'admettre, à l'île Mornos, qui l'a quasiment jamais connu non plus, mais alors, je ne pense pas que le tueur en série, ça vienne de la génétique, mais en tout cas, au niveau de l'enfance et de la génétique, elle n'était pas gâtée. Les grands tueurs sont tous pareils. Ils sont toujours fracassés de l'enfance. La majorité des tueurs. Ouais. La grande majorité des psychopathes, disons. La grande majorité. Voilà, c'est ça, la grande majorité des psychopathes. Je dis toujours que ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication au fait que quand ils deviennent adultes, on se dit oui, c'est normal que ce ne soient pas des adultes très stables, très sains, très positifs, parce que vu l'enfance qu'ils ont eue, c'est compliqué de devenir quelqu'un de stable et de positif. Après, vous avez malheureusement des milliers d'enfants qui sont victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles et qui deviennent des adultes responsables. Mais on peut comprendre au moins jusqu'à un certain point. Par exemple, Kayleen Mornos n'était pas une adulte elle est devenue prostituée, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Vu l'enfance qu'elle a eue, c'est parfaitement compréhensible. Absolument. À partir de ce contexte, tel que vous venez de nous le raconter, qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle en veuille aux hommes ? Alors, comme je vous le disais, elle a jamais eu une relation positive ou saine avec un homme. Elle a sûrement été violée à de nombreuses reprises quand elle était adolescente et puis même dans sa vie de prostituée adulte. Elle a eu tendance... Alors, les gens qui la connaissaient disaient elle déteste pas uniquement les hommes, elle déteste tout le monde. C'était vraiment une boule de haine qui en voulait à tout le monde à la fin. Mais sa haine s'est dirigée vers les hommes parce qu'elle avait fini par considérer que tous les hommes étaient des salauds et puis que si elle pouvait en profiter pour les voler, tant mieux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de cette haine des hommes, elle a tiré un amour pour les femmes. En tout cas, pour Tyra Moore. Pour Tyra Moore, oui. Alors, elle était bisexuelle, parce qu'elle s'est mariée avec un monsieur d'un certain âge. Elle a eu des relations vraiment sentimentales avec des hommes et avec d'autres femmes que Tyra Moore. Mais vraiment, Tyra Moore, c'était le coup de foudre, son grand amour. Elle était persuadée que c'était l'amour avec un grand A. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les femmes tueuses en série. Je dis souvent, c'est très cliché, mais c'est vrai. Les hommes tueurs en série tuent pour le sexe, le pouvoir. Les femmes, c'est plus pour l'argent et le grand amour. Alors le rôle de Tyra Moore, justement, elle n'a pas été jugée complice. Elle a été écartée de la procédure. Elle a eu un peu de chance, je dirais. Oui. Ils se sont dit, bon, c'est comme ça, au moins elle témoignera contre elle, on va la convaincre, puis en échange, elle s'en tire à bon compte. De ce qu'on sait, elle n'a pas participé au meurtre. Par contre, elle savait très bien ce que Aileen Wuornos faisait. Elle a admis elle-même que Aileen Wuornos, comme si elle racontait ses vacances, elle est venue à chaque fois après chaque meurtre en lui disant « Ah, j'ai tué un type et puis je lui ai récupéré ses bijoux, son argent et j'ai fait ça. » Et à chaque fois, Tyra lui disait « Non, je veux pas savoir. T'as eu de l'argent, c'est super, on va aller boire un coup, on va s'amuser, on va dépenser, on va s'éclater, mais je ne veux rien savoir. » Donc elle dépouillait ses victimes pour donner de l'argent à sa chérie. Tout à fait. Elle avait peur en fait que Tyra Moore la quitte. Elle avait peur de la perdre. Et à chaque fois que ça allait pas très bien entre elles, hop, elle tuait une victime qui avait de l'argent. Elle a dit à chaque fois que c'était de la légitime défense, il m'agressait.
oui, bien sûr. À chaque fois, c'était un homme qui avait de l'argent. Elle prenait cet argent, elle prenait les bijoux, elle prenait les montres, elle prenait même des objets, une boîte à outils, n'importe quoi, tout ce qu'elle pouvait trouver dans la voiture. Elle revendait ça chez le prêteur sur gage et puis après, elle venait voir Tyra en disant « j'ai de l'argent ». Et Tyra disait « Oh, super, on va s'éclater, je reste avec toi encore quelques mois, encore quelques mois, encore quelques mois ». Et d'ailleurs, la sœur de Tyra Moore a expliqué que quand Aileen Wuornos a tué Charles Humphreys, Charles Carscadden et David Spear en 3 semaines entre mai et juin 90, elle était venue vivre avec elle s'entendait très bien. Elle avait proposé à Tyra de revenir vivre avec elle dans l'Ohio et Tyra avait dit « Ah oui, je sais pas, oui peut-être ». Et par peur qu'elle la quitte, Aileen Wuornos a tué ses 3 victimes assez rapidement pour leur prendre de l'argent. Il arrive souvent que des tueurs en série soient contents de se faire arrêter. Et je me demande si c'est pas un peu son cas, parce que d'une certaine manière, elle veut aller à l'injection létale. Elle veut être condamnée à mort. Elle le dit à plusieurs reprises. Oui. Alors, il y avait plusieurs raisons. D'une, Tyra Moore l'avait quittée, donc pour elle, elle avait plus vraiment raison de vivre. C'est vraiment plus qu'un chagrin d'amour. Elle se sentait complètement seule. Elle avait plus de but dans la vie, donc sans Tyra, ça valait pas la peine. La deuxième raison, c'est que quand elle a été arrêtée, il y avait plein de journalistes partout. Elle s'est rendue compte qu'elle allait devenir célèbre, de manière affreuse, mais célèbre. Et ça lui a vraiment plu. Elle était enfin quelqu'un. Elle était plus juste une prostituée SDF. Elle passait à la télé. Il y avait sa tête partout dans les journaux. Donc, elle était très fière de ça. Et en même temps, il y avait, je vous disais, cette haine et cette colère en elle qui, au bout d'un moment, prenait toute la place. Et elle s'est dit, vivre comme ça, c'est à quoi bon? Autant partir, autant voilà. Si Tyra n'est plus là, et puis si de toute façon je sers plus à rien, je suis plus rien, autant partir. Et en plus il faut comprendre qu'aux États-Unis, on a l'impression que tout le monde est condamné à mort. Non, à part dans certains États. Quand on est condamné à mort, c'est vraiment qu'on a fait quelque chose de terrible, et donc on est un peu si je puis dire, le top du top, le pire du pire. On entre au Panthéon. Il y a un côté. Voilà, je vais entrer au Panthéon, je suis une femme, c'est rare une femme tueuse en série, je suis célèbre, je passe à la télé. Le fait d'être condamné à mort, c'est aussi la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Vous savez quoi, Émilie Tribaz, c'était passionnant de parler avec vous. Je renvoie les auditeurs à vos 2 livres. Un livre auto-édité qui s'appelle « Tueur en série, 41 portraits de serial killer ». Ça doit se trouver sur Internet. Et votre dernier livre aux éditions Ring, « Yucca, serial killer », consacré lui au tueur en série britannique. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.